Salut Internet. Il y a quelques années, la start-up Celestis offrait la possibilité d'envoyer des cendres humaines dans l'espace, et le propose toujours d'ailleurs. Et vous avez le choix, aller-retour, orbite terrestre, orbite lunaire ou directement vers l'espace lointain. Vous choisissez, il y a des gammes de prix. Bon, en mai 2023, 120 urnes funéraires ont perdu la vie, car la fusée a explosé quelques secondes après son lancement. Ça m'a fait m'interroger sur les objets les plus insolites envoyés par l'homme dans l'espace, et franchement ça vaut le détour. Il ne s'agit pas d'un remake bizarre d'Alien. Des dinosaures sont bien allés dans l'espace, et ce à 2 reprises. La première fois, c'était en 1985. Le 29 juillet, la navette spatiale Challenger a envoyé des astronautes pour accomplir la mission Spacelab 2. Entre les instruments solaires, le télescope et spectrographe à haute résolution, le moniteur d'irradiance spectrale ultraviolette, que des objets finalement que j'utilise au quotidien, ils ont réussi à caler des fossiles de dinosaures appartenant au genre Maiasaura. Vous savez, c'est les fameux dinosaures à bec de canard. C'est l'astronaute Lauren Acton qui a ramené ces échantillons vieux de 76 millions d'années. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a un dino qui a vécu il y a des dizaines de millions d'années et son destin, c'était d'aller dans l'espace. Mais imaginez s'il avait su ça. La seconde fois qu'un dino est allé dans l'espace, c'est en 1998. Cette fois, c'était à bord de la navette Endeavour qu'un petit crâne de Celophysis a fait cap sur la station Mir. Je vous ai dit que les dinosaures étaient allés dans l'espace à 2 reprises, et certains d'entre vous vont sûrement me dire « Ah mais il y a aussi eu le cas en 2021 avec l'entreprise Blue Origin ». Oui, bon, c'est un cas un petit peu particulier. En fait, 200 morceaux de fossiles qui appartenaient à un dinosaure de la famille des raptors ont été placés dans une petite fiole et ont passé 10 minutes et 10 secondes dans l'espace à une altitude de 105 km au-dessus de la Terre. Non mais je suis désolé, par rapport aux 2 autres, c'est quand même un petit peu différent. Cette initiative était quand même louable, elle visait à soutenir financièrement une association et un festival. De toute façon, dans tous les cas, à chaque fois, c'était un coup de com' pour attirer l'attention des gens, mais ça reste très cool comme anecdote à raconter. Un tout petit peu plus petit qu'un dinosaure, un stylo. C'est nul! Je vous vois venir, on s'en fout. Oui, c'est vrai, au premier abord peut-être. Mais quand on creuse un petit peu, les gars, un stylo dans l'espace, vous pensez qu'il fonctionne comment? Comment on fait pour prendre des notes avec un truc qui fonctionne normalement par gravité quand il n'y a pas de gravité? C'est quoi qui pousse l'encre à sortir du stylo? Non, parce que essayez d'écrire comme ça au plafond ou sur une feuille en hauteur, vous verrez qu'au bout d'un moment ça marche plus. Non mais je suis désolé, si on se pose pas les bonnes questions, Doc7 est là pour le faire. Donc, dans les années 60, Paul Fisher a développé un stylo capable d'aller dans l'espace, le Space Pen, aussi connu sous le nom de stylo zéro gravité. Ce qui le distingue de tous les autres, c'est sa cartouche d'encre pressurisée. Concrètement, ça signifie que l'encre est poussée vers la pointe par une pression interne plutôt que par la gravité, vu qu'il n'y en a pas. Et l'encre aussi est super importante. Elle a été spécialement conçue pour être plus visqueuse et pour ne pas s'évaporer facilement. Et elle doit aussi résister à des conditions extrêmes. Vous pouvez l'utiliser aussi bien par moins 34 degrés que par 121 degrés. Je sais pas à quelle occasion quelqu'un écrit à une température de 121 degrés, mais dans les faits, vous pouvez. Et vous pouvez aussi l'utiliser sous l'eau, hyper utile dans la station spatiale. Et comme quoi, vous voyez que c'est intéressant finalement ce fait. Le Space Pen a servi pour la première fois lors de la mission Apollo 7 en 1968, et depuis, c'est devenu un outil indispensable pour les astronautes. En 2021, il a été intronisé au Space Technology Hall of Fame, qui rend hommage aux technologies et innovations développées à l'origine pour l'exploration spatiale et qui ont ensuite trouvé des utilités bénéfiques sur Terre, pour tous les mecs qui doivent aller écrire sous l'eau par 120 degrés. Un sabre laser a été envoyé dans l'espace. Et pas n'importe lequel en plus, celui de Luke Skywalker lui-même. En 2007, la NASA l'a embarqué à bord de la navette spatiale Discovery lors de la mission STS-120. Le but de tout ça, célébrer les 30 ans de Star Wars. Je pense qu'on peut difficilement battre un tel hommage, qu'on se le dise. Et attention, je vais avoir l'air d'inventer avec ce que vous allez entendre, mais tout ce qui suit est vrai. Le fameux sabre laser a été officiellement transporté à l'aéroport d'Auckland par Chewbacca pour être remis à la NASA. Et pour célébrer son départ direction Houston, Chewbacca a même aidé à faire partir l'avion sur le tarmac. Non mais, regardez-le avec son casque, là j'en peux plus. Et justement, à son arrivée à Houston, le sabre laser a été pris en charge par une garnison de Stormtroopers. Dans une petite mallette là, en mode agent secret envoyé par l'État. Et finalement, après avoir été envoyé dans l'espace et parcouru 10 millions de kilomètres, le sabre laser est revenu sur Terre.
Il a été temporairement exposé au Space Center de Houston avant d'être restitué à Lucasfilm. Alors, bien sûr, il s'est pas allumé ni rien, hein. Le duel 1v1 entre astronautes aurait été stylé, mais les trous dans la carlingue, c'est pas une très bonne idée. Mais si je dois être honnête, j'aurais quand même préféré voir Chewbacca dans l'espace. Ou mieux, un Ewok. Vous imaginez un petit Ewok là, flotter dans l'ISS? Hyper cool, non? Dans les années 70, 4 sondes ont été lancées. 2 en 77 et 2 un peu plus tôt, en 72 et 73. Dans celle de 77, ce truc, le disque d'or, qui contient des sons et des images censés représenter l'humanité dans le cas hautement improbable où des extraterrestres tomberaient dessus. Sur cette carte de visite de la Terre, en 1977 évidemment, ils trouveront plein de trucs. Des salutations dans 55 langues, des bruits de la nature, une sélection musicale qui va de Bach à Chuck Berry, des sons du corps humain ou encore des photos de la Terre. Je trouve ça très très cool si et seulement si les futurs aliens ont un tourne-disque. Sinon ils vont pas comprendre à quoi ça sert. Alors que dans les sondes parties en 72 et 73, pas besoin de tourne-disque. En revanche, la plaque de Pioneer est un poil plus compliquée à déchiffrer. J'ai dû me renseigner pour savoir précisément ce qu'elle représentait, parce qu'à part l'homme et la femme... Bon, en gros, elle indique 3 choses. Qui nous sommes, déjà. Ça, c'est l'homme et la femme, dessinés à l'échelle avec la sonde derrière. Plus, il y a un petit code binaire qui permet de calculer la taille de la femme. 1m68. Pour ça, il y a ce schéma de 2 atomes d'hydrogène qui indique qu'on doit se servir comme échelle de, vous savez, l'arrêt spectral de 21,1 cm qui a lieu lors de la transition hyper fine de l'hydrogène atomique, hein, évidemment. Ensuite, cette plaque, elle indique où se trouve notre système solaire, avec 7 étoiles à 15 branches. Le soleil au centre, relié à des pulsars, c'est des étoiles qui tournent en émettant un signal, hein, un peu comme un phare, et qui sont identifiées encore une fois par du code binaire. Ça permet par triangulation de repérer le soleil et la date d'envoi des sondes, parce que les pulsars émettent à des fréquences hyper précises qui évoluent avec le temps. Et enfin, notre système solaire là, en bas de la plaque, pour dire de quelle planète provient la sonde. Une fois qu'on a les explications, c'est quand même très clair, je trouve. L'homme a envoyé des Legos dans l'espace. Et pas comme ça, hein, genre vraiment dans l'espace. Regardez, ça par exemple, c'est l'astronaute japonais Satoshi Furukawa qui a construit l'ISS dans l'ISS. Mais c'est pas tout. En 2011, 3 figurines ont quitté la Terre à bord de la navette Endeavour lors de la mission STS-134. Et plus tard, la NASA et l'ESA, l'agence spatiale européenne, ont placé 3 figurines dans la sonde Juno, direction Jupiter. Elles ont été spécialement conçues pour supporter le voyage, ce qui veut dire pas de plastique, mais de l'aluminium. Et ce que j'adore, c'est que les 3 figurines représentent le dieu Jupiter, avec ses petits éclairs, la déesse Junon, avec sa loupe, et Galilée, avec sa calvitie. Par contre, je compatis avec tous les collectionneurs, parce que si vous espériez pouvoir les acquérir un jour, il va falloir parcourir à peu près 2,7 milliards de kilomètres, encaisser 5 ans de voyage, avant de plonger vers Jupiter, et supporter une température moyenne de moins 160 degrés. Parce que oui, la sonde a fait un tout droit sur Jupiter en février 2018. Après, c'était prévu, hein. Sinon, vous avez peut-être une autre option. Il y a une copie de chacune de ces figurines sur le bureau de Scott Bolton, le patron de la mission Juno. Et pourquoi envoyer des Legos dans l'espace déjà? La réponse est très simple. Pour inspirer les jeunes à s'intéresser à l'exploration spatiale, comme les os de dinosaures dont on a parlé. La NASA et l'agence spatiale européenne sont constamment en train d'essayer de créer des vocations chez les jeunes générations. Moi, je trouve ça très très bien. Fallen Astronauts est l'œuvre d'art la plus célèbre dans le monde extraterrestre. Elle se trouve sur la Lune et a été laissée là par l'équipage d'Apollo 15 en 1971. Elle rend hommage aux astronautes américains et soviétiques décédés lors des missions spatiales. Je pensais que c'était la seule, mais des œuvres d'art, il y en a eu plusieurs. Et même très récemment, puisqu'en 2024, une partie d'une œuvre de Jeff Koons a été envoyée sur la Lune. Plus précisément, il s'agissait de 125 mini-lunes. Et il semblerait que se trouve sur la Lune un dessin de palmier. Ce n'est pas une blague. En 1969, l'artiste Frosty Myers a tenté de convaincre la NASA de faire un musée sur la Lune. Chose à laquelle la NASA a répondu... Myers ne s'est évidemment pas démonté, il s'est entouré d'une équipe de scientifiques et a créé une mini plaque sur laquelle plusieurs artistes ont fait un dessin, dont un trait. Il y en a un, il s'est échauffé à faire un trait. La fusée a mis plus de temps à décoller que lui à faire une œuvre pour l'humanité. Et si vous vous demandez ce qu'il y a là derrière le petit flou que j'ai rajouté, c'est le dessin d'Andy Warhol,
qui représente une mini-tub. Voilà. Vu la tronche du dessin, j'aurais pu vous dire qu'il s'agissait d'une fusée en train de décoller, mais on connaît YouTube, hein, on va pas prendre de risques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la NASA, je vous rappelle, elle a dit non. La légende raconte que la plaque aurait été fixée clandestinement sur un pied du module d'alunissage de la mission Apollo 12 par un technicien interne. Si c'est vrai, c'est un bond de géant pour l'humanité, un zizi et un trait pour la postérité. Je voulais finir en beauté avec ceci. Il s'agit du Wright Flyer, le premier avion à moteur de l'histoire. Vous inquiétez pas, je m'apprête pas à vous dire que les frères Wright sont en réalité les premiers hommes à être allés dans l'espace, pas du tout. En revanche, leur avion, il y a bien été. En 1969, des morceaux de bois et de tissu du Wright Flyer ont été envoyés sur la Lune. Ils ont été transportés à bord d'Apollo 11, puis à bord du module lunaire Eagle. Une manière pour les astronautes d'avoir fait atterrir les frères Wright sur la Lune. C'est tellement stylé. Moins joyeux, des morceaux de l'avion étaient également présents à bord de la navette Challenger le 28 janvier 1986, lorsque celle-ci a tragiquement explosé après un peu plus d'une minute de vol. Mais, pour ne pas finir sur une note trop triste, lorsque le rover Perseverance s'est posé sur le sol de Mars en 2020, il a amené avec lui l'hélicoptère Ingenuity. Ce dernier a été conçu pour tester la possibilité de faire des vols contrôlés dans l'atmosphère martienne, qui est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Et l'hélicoptère n'était pas seul. Sous son panneau solaire, un morceau de tissu de l'aile du Wright Flyer a été accroché. De la même manière que sur la Lune donc, les frères Wright ont symboliquement volé sur Mars. Ah, je vous jure, ça me donne des frissons. Qui a dit que science et poésie n'allaient pas ensemble ? Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Merci d'être resté comme d'habitude jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, passez un bon dimanche. On se revoit dans 1 ou 2 semaines. Salut Internet.